Donc merci d'être là pour cette séance de gastroentérologie. On va commencer tout de suite parce qu'après il y a le symposium. Donc on a la chance d'accueillir le professeur Ida de Fès qui va remplacer aussi le professeur Abkari qui n'a pas pu venir, donc il va faire 2 communications. Et donc à toi la parole pour cette première communication sur les hémorragies digestives basses. Merci. Merci, Monsieur le Président, honorable assistance. J'ai l'honneur de présenter devant vous cette thématique qui est les hémorragies digestives basses chez l'enfant. Donc la présentation, s'il vous plaît. Non, c'est les présentations. La présentation. C'est bon? D'accord. Donc, ce sera sur les hémorragies digestives basses de l'enfant. Que faire et quand référer. Donc, je n'ai pas de lien d'intérêt à déclarer. Ce n'est que mon attachement à la Société marocaine de pédiatrie et la relation d'amitié avec la PELIP qui organise ce magnifique congrès. Pour les objectifs de cette présentation, c'est de connaître les causes des hémorragies digestives basses chez l'enfant, savoir évaluer la gravité potentielle, savoir gérer cette hémorragie digestive basse en première ligne, c'est-à-dire de pédiatrie de ville, le premier médecin qui est en contact avec ce patient, qu'est-ce qu'il doit faire, et connaître les indications des examens paracliniques, à savoir l'apport de la biologie, de l'imagerie et la place de la coloscopie, et quand référer. Donc, comme vous le savez, les hémorragies digestives, de façon générale, peut toucher tout le tube digestif et donc on distingue 2 groupes, les hémorragies digestives hautes et les hémorragies digestives basses. Et la séparation, c'est la troisième portion de duodénum, c'est l'angle de Tresse. Donc les hémorragies digestives basses, quand il y a un saignement dans l'origine, est situé au-delà de l'angle de Tresse. L'importance clinique et la gravité potentielle, donc en pédiatrie, les situations vraiment inquiétantes, elles sont rares. Donc souvent c'est modéré, bien que ça fait peur pour les parents. On peut décrire 4 modalités de présentation de ces hémorragies digestives basses, à savoir les rectorragies, appelées également l'hématokésie. Et l'origine de saignement dans ce cas, c'est le côlon. C'est rarement une hémorragie haute. Ça peut être le cas de nourrissons, que l'hémorragie haute elle est abondante. Ça peut se présenter sous forme de méléna, c'est des selles noirâtres. Et là, le saignement il est situé au-dessus de la valvule iléocécale, rarement au niveau du côlon droit. Il peut s'agir de saignements occultes. Donc, la présentation clinique dans ce cas-là, c'est la pâleur, c'est le syndrome anémique, donc il faut savoir les rechercher. Dans des situations rares et exceptionnelles, on peut avoir carrément un état de choc sans saignement extériorisé. La première des choses à faire, c'est cette approche clinique. D'abord, il faut évaluer cliniquement l'enfant qui est suspect d'avoir une hémorragie digestive basse. Donc, c'est stéréotypé, c'est des questions qu'on se pose. Est-ce que c'est du sang? Parce que pour éliminer certains diagnostics différentiels, la coloration rouge par certains aliments, donc le sang provient-il de tubes digestifs? Il y a des syndromes de Munchausen par procuration, donc il faut savoir les chercher. Et quelle est l'entité de saignement? Donc on a vu l'entité, est-ce que c'est rectorragie, méléna, association, c'est des selles qui sont un petit peu colorées, etc. Et quel est le site de saignement? Les choses auxquelles on s'acharne à déterminer pour un traitement adapté. Et il y a des considérations particulières pour le nouveau-né et le nourrisson concernant l'origine de saignement et la prise en charge. Et bien sûr, il faut savoir indiquer à bon escient les tests de laboratoire et les autres outils de diagnostic. Donc cette présentation, je vais la faire à travers certains cas cliniques qui illustrent chaque groupe d'étiologies, puisque l'abord des étiologies, donc c'est par groupe d'âge, c'est par le type et les caractéristiques de saignement, et c'est par les signes accompagnateurs. C'est comme ça qu'on raisonne. Donc je vous présente ici le cas de Salim, âgé de 4 ans, qui n'a pas d'antécédent pathologique particulier, et il présente des rectorragies depuis 4 mois. La première des choses, il faut se poser la question, est-ce que vraiment c'est du sang? Donc, s'agit-il bien de sang pour écarter les autres diagnostics différentiels? Il s'agit bien de sang, et puis
Y a-t-il une urgence en évaluant un petit peu l'abondance de saignement, le retentissement? Est-ce qu'il y a un saignement important, avec un retentissement important? Et puis on passe en revue ces différentes étiologies pour savoir chercher les signes orientateurs. Et vous avez ici tout un éventail. Donc il y a plusieurs signes qui pourraient accompagner cette hémorragie, et chaque signe nous oriente vers une étiologie particulière. Donc il faut rechercher s'il y a une constipation, s'il y a une fièvre. Est-ce qu'il y a un contexte d'atopie, d'allergie? Est-ce qu'il y a des glaires, douleurs abdominales avec des signes extra-digestifs? Est-ce que c'est des sangs rouges associés à un méléna? Est-ce que c'est des sangs rouges vifs chez un enfant qui est en bon état général? Est-ce qu'il y a des douleurs abdominales? Est-ce qu'il y a du purpura associé? Est-ce qu'il y avait une prise de température rectale récente? Ou s'il y a d'autres saignements des autres muqueuses ou d'autres organes? Et s'il y a un contexte particulier qui pourrait orienter vers un abus sexuel. Et bien sûr, en fonction de ces signes, de chaque signe, ça, on est orienté. Bien sûr, la constipation, c'est la fissure anale, donc c'est la cause la plus fréquente chez les tout petits, chez les nourrissons. Donc il faut rechercher cette fissure avec un bon examen. Un contexte allergique, on est orienté plutôt vers une colite allergique. Un contexte infectieux, donc c'est les colites infectieuses. Association de douleurs abdominales, des signes extra-digestifs. Donc chez un grand, c'est les colites inflammatoires, en particulier RCH, qui se manifeste volontiers par une hémorragie. Association des deux, sang rouge, méléna, on est plutôt vers le diverticule de Meckel. Un bon état général, c'est plutôt, donc il faut évoquer un polype. Douleur abdominale, purpura, vous imaginez, donc c'est un purpura rhumatoïde. La prise de température, c'est les ulcérations thermométriques. Autre saignement, c'est troubles de Kras, donc une cause générale, et un abus sexuel, donc ça demande un examen proctologique assez poussé pour rechercher cette rectite traumatique. Voilà. Donc Salim, voilà, donc il a un saignement isolé, en bon état général, pas de troubles de transit, pas de fièvre. L'examen clinique, pas de fissure anale visible. Le toucher rectal n'a pas été fait, donc il n'y a pas d'indication particulière. L'examen clinique, c'est la coloscopie. Donc, on diagnostique un polype solitaire rectal, et au cours de l'examen coloscopique, donc ça a été réalisé, et l'histologie revient en faveur d'un polype juvénile. Donc voilà, Salim résume un petit peu cette situation. Donc rectorragie isolé chez le petit enfant avec un bon état général, il faut évoquer un polype rectocolique. Rapidement, un petit rappel sur les polypes et les polypyloses rectocoliques. Ça se manifeste par de sang rouge qui enrobe les selles chez l'enfant âgé de 4 à 8 ans. Parfois, on peut avoir même du mucus. Et on s'acharne à la détermination de type histologique, c'est pour le suivi par la suite. Et les données coloscopiques, le siège et les rectosigmoïdiens dans la majorité des cas, et les pédiculis dans 90% des cas, et les uniques dans les 3 quarts des cas, et la polypose, on parle de polypose qui est rare quand on a plus de 100 polypes. Donc à l'examen endoscopique, on va l'avez sur l'image à droite. Et bien sûr, le traitement, c'est l'exérèse périendoscopique. Donc ça, c'est l'histologie, le polype juvénile qui est en premier dans 97% des cas. Dans les autres situations, ça nécessite quand même un suivi parce que quand même, il y a un risque de dégénérescence, quoique il est exceptionnel. Voilà, donc pour cette tranche d'âge de 7 ans, vous avez les étiologies des hémorragies digestives basses, la fissure anale et comment on pose le diagnostic à droite. Donc on parle l'invagination intestinale aiguë, le diverticule de Meckel et j'en passe. Vous avez ces entités-là et les moyens pour poser le diagnostic. Le deuxième cas, donc c'est Ashraf, un garçon de 7 ans qui présente des rectorragies isolées depuis 15 jours. Donc il est passé par plusieurs consultations, des bilans, des traitements de parasitose, mais en vain. Et depuis une semaine, on rapporte la notion de méléna associé. Il n'y a pas d'hématémèse, donc ce n'est pas une hémorragie digestive haute, pas d'autres syndromes hémorragiques, pas de douleur abdominale. L'examen clinique, on était marqué par cette pâleur qui est anémiqueuse. Merci. On était
par cette pâleur cutanée muqueuse, donc l'examen, il n'y a pas d'hépatosminogalie, pas d'adénopathie, pas de taches purpuriques, la marge anale est normale, le reste est tout à fait normal. Les hypothèses diagnostiques, s'agit-il d'un polype rectocolique, d'une MICI, maladie inflammatoire chronique de l'intestin, fissure anale, trouble de coagulation, diverticule de Meckel, ulcère ou gastrite. Voilà donc le raisonnement qui a été fait. La numération elle a été faite, donc elle était dans un état de déglobulisation, 5 grammes d'hémoglobine, avec un taux de plaquettes normal, un TP normal, donc la crase elle est correcte. On a fait une fibroscopie haute qui est normale. La rectocoloscopie, elle aussi, donc, elle était normale. Donc, quel examen paraclinique il faut demander? La scintigraphie, donc, on a eu la chance de trouver, donc, c'est pas toujours, ne résout pas toujours le problème, mais dans ce cas-là, on a eu la chance d'avoir une fixation au niveau abdominal, puisqu'il s'agit de tissu ectopique gastrique. Voilà. Donc, c'est le diverticule de Meckel. Voilà un petit rappel sur le diverticule de Meckel. C'est un reliquat de canal omphalo-mésentérique. Il y a souvent une hétérotopie gastrique, ce qui fait que ces diverticules ils saignent beaucoup. Pourquoi il y a d'hémorragie, c'est-à-dire de sang rouge et de méléna? Parce qu'il y a du saignement aigu et il y a du saignement qui est un petit peu tardif. Donc il faut toujours, quand on suspecte un Meckel, donc si devant la négativité du bilan, il faut demander au chirurgien d'explorer par la celliochirurgie. Donc la célioscopie permet de faire le diagnostic et le traitement. Les autres causes, quand il y a rectorragie et méléna, quand il y a trouble de crase, vous imaginez, donc un diverticule de Meckel. Un autre, bien que c'est rare, c'est les duplications digestives. C'est presque le même tableau clinique. Et il y a des lésions hautes et basses dans le cadre de polypose, des MICI et des angiodysplasies. Le troisième cas, c'est Imen, âgé de 15 ans, admise aux urgences pour rectorragie depuis 3 jours. Des selles fréquentes, parfois abondantes, présence de mucus et les fibriles, 38,5 et 39. À l'examen à l'admission, donc il est tachycarde, les pouls filants, mauvais état général. Au départ, les conjonctives étaient normocolorées, mais par la suite, donc, ils sont devenus décolorés. La température elle est donc à 37. Il y a une sensibilité abdominale. Donc au total, cette fille, donc Imen, elle présente des diarrhées glérosanglantes, fébriles, avec un état de choc. S'agit-il d'une colite aiguë infectieuse? C'est l'urgence. Il faut chercher les infections, salmonellose, shigellose, amébiase aiguë. Donc, elle a été traitée comme telle, quand même. On a démarré le traitement, mais les résultats sont revenus négatifs. 4 jours après, il y avait une amélioration de l'état hémodynamique, mais un état général toujours altéré, avec persistance de rectorragie de mets en abondance sans matière fécale, pas de fièvre, douleur abdominale persistante, les examens coproparasitaux négatifs, pas de prise médicamenteuse, donc ce n'est pas une colite pseudomembraneuse, bien que c'est rare chez l'enfant, pas de thrombopénie ni d'insuffisance rénale, donc on écarte un CHU, pas de volvulus, donc on a écarté une urgence chirurgicale. L'échographie abdominale, par contre, parle d'un important épaississement colique. Donc, vous imaginez le diagnostic. Donc, pour résumer, depuis 3 mois, quelques épisodes de rectorragie, douleur abdominale, douleur avant les selles, les ténesmes. Donc, voilà. Donc, on résume un petit peu le cas pour dire que c'est le diagnostic qu'on a retenu, peut-être qu'on a suspecté. Il faut le confirmer par la suite. C'est une muqueuse dans sa forme RCH. Voilà les données de la coloscopie. Donc c'est une muqueuse qui pleure le sang, donc sans zone de saine. Donc voilà. Histologiquement, donc c'était en faveur. Donc c'est une muqueuse donc dans sa forme RCH qui peut se manifester par ce tableau parfois bruyant. Donc, concernant cette tranche d'âge, le grand enfant, les rectorragies,
C'est toujours fissure anale, mais en plus il y a les Mickey, les hyperplasies nodulaires lymphoïdes. Le cancer, donc on a eu 2 cas, donc c'est rare. Voilà. Le 4e cas, c'est nourrisson de 9 mois, c'est Fatine, sans antécédents particuliers, allaité au sein jusqu'à 5 mois, l'introduction de lait artificiel et une diversification alimentaire à cet âge-là. Il a commencé à présenter des rectoragies de moyenne abondance avec de méléna. À l'âge de 5 mois, diarrhée liquidienne, parfois glaireuse, vomissement postprandiaux important, sans fièvre associée, et on assiste à une stagnation puis un fléchissement de sa courbe pondérale. Plusieurs traitements symptomatiques et antibiotiques ont été prescrits, mais sans résultat. Donc à 9 mois, toujours rectoragie, mais avec des mélénas. Il y a moins 3 déviations standards, donc il est vraiment hypotrophe, hypotonique, grognon, œdème des paupières. Et voilà, donc il a toujours ces saignements-là. Donc on a passé en revue plusieurs hypothèses diagnostiques. Bien sûr, il faut éliminer une urgence, une invagination intestinale aiguë, une entérocolite infectieuse, un déficit immunitaire, maladie cœliaque, entérocolite allergique, une mycose qui a été évoquée dans le service. Voilà, on a éliminé chaque diagnostic par les examens pourtant donc adaptés, l'échographie abdominale normale, pas de germes, donc il n'y a pas de réponse aux antibiotiques. Sur les examens allergologiques, on a des IgE spécifiques négatifs, mais avec une périodinophilie à 900. Dans le cadre de la prise en charge, quand on a exclu le lait de vache, donc il y avait une amélioration, et puis a été introduit donc le test de provocation, c'était positif. Donc on a retenu le diagnostic d'une APLV, une allergie aux protéines vaches, associée à une entérocolite dans sa forme CEPA. Et CEPA, dans ce cadre, peut-être Tonion il va critiquer, mais c'est sa forme chronique. Donc le CEPA, dans la majorité des cas, c'est des formes aiguës. C'est une entité rare. Voilà, je vais vous passer juste le tableau des formes aiguës et des formes chroniques. Des formes chroniques, donc il fait partie des formes non immédiées des allergies alimentaires. Donc ce n'est pas uniquement que les protéines lait de vache, mais même les autres, le soja, le riz, etc. Donc elle fait partie des entérocolites allergiques. Il y a le CEPA, donc le syndrome d'entérocolite induit par les protéines alimentaires. Donc, il y a plusieurs formes. Aiguës, c'est la plus fréquente, c'est des vomissements avec même un état de choc. Les formes chroniques et les formes atypiques qui peuvent associer même des tests allergologiques qui sont positifs. Il y a le PEPA, le proctolite allergique induite par les protéines alimentaires. Donc, elle se manifeste par des rectoragies. Il y a l'entéropathie induite par les protéines alimentaires. Voilà, donc j'ai mis ici, normalement c'est l'algorithme de Tonion. Donc, pour les étiologies des hémorragies basses de nourrissons, vous avez ici la liste et les examens adaptés à demander pour confirmer le diagnostic. Il faut toujours rechercher une fissure anale, ne pas passer à côté d'une invagination, donc c'est l'urgence, des verticules de Meckel, les ulcérations thermométiques, l'hyperplasie nodulaire lymphoïde et les colites allergiques dont je vous ai présenté un cas qui illustre. Pour la période néonatale, donc je ne l'ai pas détaillé, mais c'est un petit peu particulier. Vous avez ici les causes les plus fréquentes. Il faut guetter les colites, surtout infectieuses, l'entérocolite qui est sévère, et les causes discutées, c'est les maladies hémorragiques du nouveau-né et cette entité particulière, l'hyperplasie nodulaire lymphoïde. Donc, je vous mets cet algorithme qui permet de vous orienter devant une rectoragie chez le nourrisson, le jeune nourrisson et le nouveau-né. Donc, je ne vais pas les détailler parce que on évoque souvent une allergie aux protéines de vache, mais c'est rare. Donc, il y a tout un protocole. S'il y a un test thérapeutique à faire, donc il ne faut pas dépasser 2 à 4 semaines d'hydrolyse. Voilà, dans notre série, un petit peu, on a pris 70 cas d'hémorragie digestive basse. Quelles sont les causes qui sont les plus fréquentes? Le polype qui vient en premier,
les origines infectieuses et puis les fissures, les origines inflammatoires et l'allergie, un cas. Les hémorragies digestives d'origine basse, donc vous avez tous les âges, donc c'est les causes traumatiques, les fissures anales, causes infectieuses, l'hyperplasie nodulaire. Chez le nouveau-né, donc c'est l'entérocolite nécrosante qu'il faut écarter parce que même c'est une urgence thérapeutique. Chez le nourrisson, les colites allergiques, le mécal, etc. Quand est-ce qu'il faut référer? Donc on peut être amené à référer un patient qui a des hémorragies digestives basses, donc peut-être en unité de soins intensifs ou chez les chirurgiens. Quand il y a un état hémodynamique instable, ça nécessite une exploration chirurgicale en cas de besoin persistant de sang. Devant un abdomen chirurgical associé à cette hémorragie digestive basse, donc sensibilité sévère, distension, donc obstruction à la radiologie, donc c'est logique de demander l'avis de chirurgien. Quand est-ce qu'il faut référer au gastroentérologue? Donc on a vu que la prise en charge et cet algorithme, c'est pour aider les médecins de première ligne. Donc quand il y a un besoin suspecté d'une MICI, donc d'un polype, etc., donc on le réfère pour le gastroentérologue, pour une coloscopie, pour le diagnostic et le traitement. Quand il y a des maladies de foie, quand la réponse est incomplète ou inexistante au traitement empirique, et quand le diagnostic n'est pas clair, surtout s'il s'agit d'un saignement important et répété. Donc, message à retenir, donc, un enfant qui a une hémorragie digestive basse, ça nécessite une évaluation clinique, éliminer l'urgence, et les étiologies sont discutées en fonction de caractère de saignement, de l'âge de l'enfant et des signes associés, et bien sûr le traitement sera spécifique et référé pour colonoscopie pour le diagnostic et pour la thérapeutique. Et je vous remercie. Merci beaucoup, cher professeur, pour cet excellent exposé, cette présentation très didactique avec des cas cliniques qui illustrent les étiologies de cette problématique et l'hémorragie digestive basse.